je suis venu ici comme témoin de longue main parce que ça fait des années que j'accompagne les mobilisations de Sanofi et de leurs travailleurs. Voyez-vous, dans cette affaire, on a la face la plus méprisable du capitalisme. On a affaire à des gens dont on ne connaît pas la qualification personnelle. Je pense à M. Hudson, le grand patron de cet ensemble, qui dans ses décisions a sacrifié tout ce qui pour nous compte à propos d'une entreprise pharmaceutique. Car voyez-vous, une entreprise pharmaceutique, son objectif, c'est de produire des médicaments. Et la production de médicaments et la recherche est destinée à faire face aux aléas de la condition humaine dans la maladie. Si on met des choses concrètes derrière ces mots en France, on va trouver que c'est le cancer, les maladies cardiovasculaires et le diabète. Les deux premiers sont les plus courantes et le troisième est celle qui est en expansion permanente. Eh bien, dans ces trois domaines, Sanofi a décidé qu'il renonçait à faire de la recherche. Ah, de la recherche pour empêcher vos cheveux blancs de devenir jaunes, oui. De la recherche pour trouver des nouvelles molécules contre le diabète, non. Or, les trois maladies que je viens de citer sont les trois liées elles-mêmes au mode de vie, liées au mode de production capitaliste. Le diabète, c'est la malbouffe. Les maladies cardiovasculaires, bien sûr, toutes les maladies sont plurifactorielles, ça va de soi, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs causes. Mais la maladie du diabète, la grande cause, c'est la malbouffe. Le sucre partout, qui détraque tout. Pareil pour le cardiovasculaire. Quant au cancer, maintenant, tout le monde dit que ça a beaucoup à voir avec les distributions généreuses de pesticides dans la nature et compagnie. Donc vous avez là un système qui, sur la question de la santé, démontre son absolue perversité. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une chose qui le met en mouvement, la cupidité. Et M. Hudson est une de ces caricatures de guignolerie qui intéressent d'habitude les médias sous influence. Quand M. Hudson a été nommé, on lui a ciré les pompes comme à peu de monde. Il était brillant, il était intelligent, il était ceci, il était cela. Regardez, on racontait même que les ouvriers de Sanofi étaient contents de savoir qu'il déjeunait à la cantine. Vous vous imaginez quel talent ça manifestait de sa part. J'ai relu tout ça récemment et voici où nous en sommes aujourd'hui. Et nous avons des questions à poser. C'est Sanofi France qui fait la vente. Je dis aux Français qui sont dans cette décision qu'ils ne croient pas qu'on les aura davantage oubliés que ceux d'Alstom. Le dépeçage de la France par des poignées de gens qui se remplissent les poches au passage, comme c'est le cas d'une des dirigeantes qui part avec 200 millions. Expliquez-moi en quoi le fait de diriger une entreprise, sans en être l'actionnaire principal, mérite de gagner 200 millions quand il y a une transaction qui est faite. Et pourquoi je vous dis ça? Car Sanofi n'est pas n'importe quelle boîte. C'est l'héritière de Ron Poulenc. Ron Poulenc, c'était le bien de la nation. Ça a été nationalisé. Et maintenant, ce secteur-là est revendu. Quel secteur? Celui des médicaments qui peuvent s'acheter par automédication. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'une ordonnance pour aller l'acheter. C'est à peu près comme des pommes chips ou des bonbons. Mais c'est vous qui le décidez, c'est bon pour votre santé. Ça coûte que dalle de fabriquer du Doliprane, rien du tout. Et ça rapporte de l'argent, donc de l'argent qui pourrait être passé sur la recherche. Et voici ma question. Je comprends pourquoi ceux qui ont acheté cette boîte l'ont achetée. Mais maintenant, je demande pourquoi ils la vendent. Quel est l'intérêt de Sanofi de vendre ce secteur? Quel est l'intérêt pour la firme, pour la recherche? Quel est leur intérêt? Voici ce que j'affirme. Il n'y en a pas. Par conséquent, les 200 millions qui sont versés à la personne qui a, semble-t-il, réglé la transaction ne sont pas justifiés. C'est à mes yeux de l'enrichissement indu. Et beaucoup penseront comme moi et continueront à le penser, car il n'y a pas de prescription pour ce genre d'activité. Je préfère le leur dire. Réfléchissez bien à ce que vous faites, parce que vous n'aurez pas l'occasion de venir pleurer dans notre gilet quand on vous rattrapera. Ce que vous faites là, c'est dépouiller la recherche française. Le quart de la boîte Sanofi aujourd'hui, son chiffre d'affaires, c'est un seul médicament qui se vend pour 2 doses 1300 €. Voilà ce que c'est devenu Sanofi. Peut-être que demain, ils vendront je ne sais pas quoi,
Mais où est la recherche? Nous ordonnons qu'on fasse de la recherche sur le cancer, sur le diabète, qui sont des maladies des gens qui ne peuvent pas se soustraire aux effets qui provoquent cette maladie. Ils ne le font pas, c'est une honte. Voilà pourquoi je viens d'abord comme homme scandalisé par le fait de voir qu'une immense entreprise voit la recherche est maintenant vouée uniquement à la cupidité de ceux qui les dirigent. Pourquoi les travailleurs de la fonction publique sont malades? Alors on a évoqué la perte du sens du métier et la difficulté de l'exercer quand on a le sentiment que ce qu'on fait ne sert à rien. À partir du moment où on a introduit dans l'hôpital le paiement à l'acte, on a introduit la logique du capitalisme dans le traitement de la santé. Et maintenant, la question qu'il faut se poser aussi, c'est pourquoi ces gens sont malades en dehors des effets psychologiques de la perte de sang. Parce que ce n'est pas seulement ces maladies-là qui sont en cause. Les gens qui travaillent dans la santé, aussi ils ont des cancers, aussi ils ont des maladies cardiovasculaires, aussi ils ont du diabète. D'où viennent ces maladies? Et quels médicaments va-t-on trouver pour y répondre? Par conséquent, ça a un lien direct avec le fait qu'on passe par-dessus bord, Sanofi, en tant qu'instrument de recherche dans la santé. Et figurez-vous que ça vaut la peine qu'on se fâche. Parce que les gens qu'on vire aujourd'hui, ne croyez pas qu'on les ressortira en claquant dans les doigts. Ceux qui ont travaillé pendant des années sur des molécules qui traitent les maladies cardiovasculaires, vous ne les fabriquez pas en claquant dans les doigts. Ça prend des années. Le domaine de la recherche dans la santé et la santé, c'est un domaine de long terme. Et là, nous avons affaire à une logique entrepreneuriale de court terme. Voilà pourquoi l'affaire des délais de carence, c'est un des aspects de plus d'une gestion purement financière des êtres humains. Et ça vaut pour le délai de carence comme ça vaut pour le sabordage de Sanofi. Vous voyez, c'est une seule et même logique. Alors, vous savez qu'il y a un élu de macronisme qui nous a enfin percé à jour. Il a enfin dit à toute l'Assemblée la révélation qu'elle attendait. Nous sommes anti-capitalistes. Mais apparemment, pour lui, c'est une honte. Mais j'espère qu'au moins, j'aurai montré qu'il y a une cohérence dans ce que nous disons. C'est un mode de gestion de la société qui doit prendre fin, parce que sinon, il nous tuera tous. Ce que nous sentons, c'est qu'ils sont complètement absorbés par une logique. On peut prendre l'exemple du budget lui-même. Ils font des économies. C'est ce qu'ils disent. Vous faites des économies, pourquoi? En quoi faire des économies est-il un projet pour le premier investisseur du pays? En quoi c'est un projet productif, innovant? En quoi? Parce que les mêmes font des gargarismes avec l'innovation et compagnie. Mais ce sont les mêmes qui sont en train de tuer tous les instruments de l'innovation et du progrès. Vous voyez, il ne se pose plus la question du sens de l'activité. On fait un budget, pas pour faire des économies, pour gérer une machine qui sert le bien commun. Ils n'en parlent jamais. En quoi ça va être mieux après les économies? Ah bon, on ne sait pas. Pareil à Sanofi. En quoi ça va aller mieux, à part les comptes? Parce que vous savez que la question qui reste pendante, que j'ai posée tout à l'heure, et j'aimerais bien qu'elle circule, pourquoi Sanofi vend-il? Pour faire rentrer 8, 10 milliards. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Les 8-10 milliards, ça sera pour, vous verrez. S'ils refusent de répondre, c'est que c'est la bonne question. Et c'est ce qui s'est passé dans la commission. Ils veulent le redistribuer aux actionnaires et racheter des actions avec. L'action la plus stupide de l'économie capitaliste, ça consiste à racheter ses propres actions pour faire monter les cours. Ça ne produit pas une barrette de Doliprane, une décision pareille, mais ça crame la valeur du travail pendant des années de gens. Pour faire 8 milliards, il faut quand même du temps, vous savez, à produire du Doliprane. J'espère qu'on comprend bien que si nous sommes là, ce n'est pas seulement une action traditionnelle de solidarité. Nous lançons une alerte. Les gens qui sont ici nous sont précieux. Quand vous ne les aurez plus, vous n'en trouverez pas d'autres simplement parce que vous les chercherez. Il faut leur formation, il faut leur savoir-faire. Cet homme qui est délégué syndical a commencé sa carrière à Rhône-Poulenc. Vous étiez même pas libre. Bon, eh ben, vous voyez qu'il faut du temps pour arriver à poser des bonnes questions sur la santé et aussi à BFM. On a du mérite d'avoir tous ces gens parce que c'est eux qui tiennent à bout de bras le fonctionnement de l'hôpital public. S'ils étaient aussi cupides et intéressés que le patron de Sanofi et les autres, ils seraient déjà tous partis. C'est la passion pour leur métier qui les tient. Et leur pouvoir d'alerte est extraordinaire parce que c'est eux qui m'ont montré il y a maintenant 10 ans
qui m'ont alerté, j'en ai fait un discours sur le crash sanitaire, c'est eux qui m'ont alerté en me disant attention, on ne pourra pas tenir le choc d'une pandémie. Et à l'époque, personne ne parlait de pandémie. Mais eux, en tant que personnel de santé, savaient que le danger existait. Et là, le danger existe. Est-ce que vous croyez que les pandémies sont finies? Bien sûr que non, puisque aucune des conditions de base des pandémies par zoonose, c'est-à-dire par contact avec les virus des animaux, n'a baissé. Nous en sommes à la 5e grippe aviaire. Vous croisez tous les doigts, hein, pour que le virus ne mute pas. Parce que le jour où il aura viré, vous pourrez toujours essayer de vous soigner avec les produits que Sanofi aura inventés pour vos cheveux. Il ne faut pas que de blanc il passe à jaune. Vous ne pourrez pas vous soigner avec ça. Voilà les conséquences pratiques. Quand Sanofi qui a ramassé 1,5 milliard de crédit impôt recherche, et quand on arrive devant le vaccin sur le Covid, vous découvrez deux choses. Premièrement, qu'ils sont tellement intelligents en biologie qu'ils ont abandonné les recherches sur les virus ARS, dont est la famille du Covid. Et deuxièmement, après avoir pris un maximum de pognon, ils disent « Ah ben ça y est, on va peut-être trouver un vaccin, mais les premiers à qui on le donnera, c'est les Américains. » Évidemment, tout le monde leur est tombé dessus en disant « Vous vous croyez où? C'est parce que vous êtes anglais que vous parlez comme ça ?» Bon, eh ben non, il n'y aura pas de priorité. Il a dit non, ben finalement, on renonce à faire le vaccin. Et pourquoi? Parce qu'ils disent qu'il y aura déjà des millions de doses de vaccins. Pour la Covid-19 et pour la Covid-20, non, je ne sais pas, ça ne l'intéresse pas. On est dans le court terme tout le temps et les personnels de santé, ils n'en peuvent plus de ça. Le diable est arrivé, le virus qui tue l'hôpital public, il est arrivé avec la logique de paiement à l'acte et des durées maximum de séjour. Quand on a mis ces deux paramètres, on a organisé la pagaille à l'hôpital et la surexploitation des gens qui y travaillent. Voilà comment c'est fait. Sur des critères qui n'ont rien à voir avec la santé, rien à voir avec la qualification des professionnels de santé. Et vous savez, on se plaint de trop payer les professionnels de santé. Et qui se plaint de trop payer les grandes entreprises de chimie qui se font rembourser? Parce que quand vous prenez le Dupixent, qui est le brevet qu'ils ont gardé pour eux, Sanofi, qui soigne l'asthme violent, d'accord? Le quart de leur chiffre d'affaires est là-dedans. Et qui se plaint pour dire, écoutez, 1345 € de dose, c'est trop. Et pourtant, là, la sécurité sociale, elle rate. C'est normal puisque c'est le prix. On ne pourrait pas peser sur le prix. Et la différence, par exemple, pour la sécu, on pourrait la filer à d'autres. Hein. Donc, c'est pas vrai qu'il n'y a pas d'argent, qu'il faut qu'on économise. L'argent est dirigé toujours. Et c'est ça donc, que ce soit les intellectuels comme moi, qui n'en peuvent plus de voir ce gâchis, ou que ce soit les gens qui sont dans l'action. Tout le monde n'en peut plus, cette façon de gérer la société. Il est temps de passer à d'autres normes, d'autres paradigmes. L'affaire du jour de carence pour les fonctionnaires est une illustration d'une sorte de mépris de classe de ceux qui dirigent. Ils ne comprennent rien parce que c'est la condition des salariés. Pourquoi? Les gens sont réellement malades, mesdames, messieurs qui commandaient le pays. Les gens sont réellement malades. Et pourquoi sont-ils malades? C'est ça la question que vous devriez vous poser au moment où il y a l'affaire Sanofi et de Ils sont malades parce que, d'un côté, leur métier perd du sens, parce qu'ils sont confrontés à des conditions de travail. Donc, il résulte que les gens savent en allant au boulot que ça ne va pas être comme ça devrait être, le boulot. Ensuite, ils sont malades pour des raisons de maladie. Quelles sont les maladies les plus courantes en France, à part l'épuisement et le burn-out? Les maladies cardiovasculaires, le diabète et les cancers. Et toutes ces maladies sont en général annoncées ou entourées d'autres signaux d'alerte de maladie. Les gens sont malades parce qu'ils sont malades réellement, mesdames, messieurs qui dirigez. Si vous leur supprimez le paiement des jours de carence, eh bien, et l'indemnisation ensuite, eh bien, vous les mettez dans la situation de devoir choisir entre leur santé et leur revenu. Or, souvent, ils sont à la limite. Et comme on le dit souvent dans le monde du travail, on ne s'écoute pas. On fait le sacrifice. On y retourne alors qu'on est épuisé et alors qu'on est déjà malade. C'est donc une très mauvaise mesure de santé publique. Et les gens malades, quand ils le sont de maladies infectieuses qui retournent au travail, rendent malades les autres. N'importe qui est capable de comprendre ça, sauf l'Olibrius qui a inventé cette idée de supprimer un jour de carence. Et quand on lui demande pourquoi, c'est pour faire une économie. Est-ce que faire des économies est un projet de société? Bien sûr que non. Je demande qu'on y réfléchisse. Là, c'est un alignement en fait sur le privé.
Alors, dans ce cas, si nous devons aligner, puisque c'est ça l'argument qui est donné, on va tout aligner. C'est-à-dire qu'on va aligner les niveaux de salaire, on va aligner les congés, etc., etc. Donc c'est un faux argument, mais qui est très révélateur, parce que de ma longue vie de parlementaire, j'ai toujours observé ça. Chaque fois qu'on veut prendre quelque chose à une catégorie, on excite la jalousie des autres. Et on leur dit, vous voyez eux, sous-entendu les fonctionnaires qui bullent toute la journée, ils ont ci et ça. Alors, il faut que ce soit juste. Mais personne dans le privé n'a jamais dit, écoutez, traitez aussi mal les gens du public que nous. Personne n'a jamais dit ça. Depuis quand c'est un ministre qui va décider de ce qu'est la justice sociale quand il faut ajuster par le bas? C'est une comédie. Moi, j'espère qu'ils le disent très fort. Parce que les gens entendent que ce sont des êtres immoraux qui dirigent ce pays, qui ne s'intéressent ni à la souffrance des autres, ni à la maladie, ni aux soins, à rien d'autre qu'à l'argent. L'argent qui rentre dans leur poche, l'argent qui supprime dans le service public de l'État, qui est la seule chose dont disposent les citoyens en général comme capital personnel. Voyez-vous ? La tournure que prend le débat budgétaire pour vous à l'Assemblée, vous pensez que vous allez réussir à imposer un certain nombre d'amendements qui pourraient être retenus par le gouvernement? C'est notre rôle d'essayer. C'est si on ne le faisait pas qu'on se poserait des questions. Nous avons dit que nous avons un contre-budget possible. Monsieur Barnier vient et il dit qu'il faut 60 milliards d'économies. Très bien, nous faisons la démonstration qu'on peut trouver 60 milliards de financement et changer ensuite l'organisation des dépenses. Donc ce qu'il fait, ce n'est pas un choix d'économie, c'est un choix d'économie politique. Cette économie que choisit M. Barnier, c'est on ne fait pas payer les riches parce que ça va ruisseler. Leur richesse va ruisseler sur la société. C'est un mensonge qui se constate dans les chiffres. Ces gens ont été gavés pendant 10 ans et pendant 10 ans, les investissements ont baissé dans notre pays. C'est la démonstration du mensonge structurel. Ensuite, M. Barnier n'a rien à faire là où il est. Pourquoi? Parce qu'on nous a dit que c'était lui qui garantissait qu'il y ait une majorité. Tout le monde voit qu'il n'y a pas de majorité avec M. Barnier. Il a fait un socle commun. Le socle commun n'existe pas non plus, puisque à chaque occasion, ils se divisent entre eux. Et vous qui êtes des observateurs, vous avez pu voir qu'il n'y avait personne sur les bancs du bloc central et qu'il y a deux visions qui s'exposent dans l'hémicycle, la gauche. Et j'ai la fierté de savoir que les Insoumis jouent un grand rôle, et l'extrême droite de l'autre remplaçant la droite. Voilà. Et la France, progressivement, se trouve mise au pied du mur d'un choix radical. Ou bien tous ensemble, ou bien chacun pour soi. Voilà ce qu'il y a. Il peut du travail.